C'est dégueu. Samedi Coffee. Allez, salut la team rentable, ici Yann Darwin, t'es sur la chaîne des finances et de l'investissement et dans Samedi Coffee, je te rappelle, je réponds aux questions de la communauté, je vais plus loin, je creuse des sujets, je donne mon avis, parfois je pousse des coups de gueule, mais j'ai très bon caractère, tu le sais. Et voilà, on est là, on est ensemble, prends le temps, on est samedi, petit café. Alors, je vais te dire un truc. Mon café n'est pas trop chaud comme d'habitude, tu sais pourquoi? Je vais te raconter une histoire. Vis ma vie de mec devant sa caméra. J'avais commencé cette vidéo. Et donc j'ai commencé à répondre à des questions, etc. Et au bout de 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois? Je vois que là-haut, sur ma caméra, le truc du micro n'est pas allumé. Donc je vois que j'ai fait comme un connard 10 minutes de blabla et de te parler. J'étais en train de te parler, j'étais là, ouais, ça va et tout, tu sais, on était bien. Et en fait, il n'y a pas de son. Donc on recommence. Donc ce que j'étais en train de dire, bon, heureusement, j'ai pas trop avancé. Ah tiens, je vais me rouvrir un tableau blanc. Ce que j'étais en train de dire globalement, c'est que je vais prendre vos questions Instagram, petit instant forçage comme d'habitude. J'ai décidé là, en ce moment, sur les Samedi Coffee, de répondre aux questions sur Instagram. Je t'affiche mon profil, il est là. Yann Darwin, hein, c'est pas compliqué. Tu me trouves, tu me suis, tu me follow, tu pourras m'envoyer comme ça tes questions pour les Samedi Coffee. Ça fait toujours plaisir. Et je vais du coup prendre les questions. Alors il y en a plein. Attends, je vais te montrer, tac, je me connecte sur le truc. Il y en a beaucoup, et pourtant j'ai mis la story il y a genre peut-être pas longtemps. Donc, bon, toujours est-il qu'on va faire en sorte. Donc, je vais commencer par le bas, tiens. Voilà, ça c'est pas toujours les mêmes. Et c'est parti. Alors, on a des petits comiques qui sont là déjà. Alors, juste avant de commencer, tu me fais penser, Victor, avant de te répondre. Ta tête à claque. Éclatage du bouton like en même temps que je bois mon café, je le rends bleu, je l'éclate de façon impaire, ça fait plaisir. Le nez, la cloison nasale, dévié, petit croc dans l'oreille, on le met bien. Tant qu'on y est, petit commentaire de référencement. Est-ce que tu aimes le curling? Moi j'aime le curling. Juste, je pourrais me rendre compte comme ça, dans les commentaires, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le curling ou pas. Alors, Victor LNRSD. Commençons par cette question en bas à gauche. Est-ce que tu veux des implants? Alors, je voudrais juste, je le prends pas mal, hein, t'inquiète pas. Je voudrais juste expliquer un truc à tous les gens qui font des blagues sur les cheveux, d'accord? Quand tu as des cheveux comme moi, ou depuis, je sais pas, 10 ans maintenant, je me rase la tête. J'en ai vraiment rien à branler de tes blagues. Mais genre, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas en fait. Je kiffe même pas avoir de cheveux. Parce que tu t'imagines bien que moi, j'ai quand même pas trop mal réussi ma life, en tout cas au niveau patrimoine, j'ai les moyens de me faire tous les implants que je veux. Si je veux, mec, je prends les cheveux de ta maman, Victor, et je me les greffe sur la tête. Donc, c'est pas une question d'envie, c'est pas une question de possibilité. Okay, et sachez, pour tous les gens qui aiment bien bâcher physiquement, que c'est des trucs un peu de pédale, hein, de faire ça. Enfin, c'est pas... Voilà. Bon, moi, j'en ai rien à taper, mais tu vois, sur les gens, les gros, les machins, le nez de travers, une jambe plus courte que l'autre. Enfin, c'est vraiment des trucs d'enfant, ça faites pas ça, c'est pas bien. Et en plus, sur la plupart, enfin en tout cas je parle pour les chauves. Je vais mettre tous les chauves, big up à vous les gars, petit commentaire de référencement, ça fait plaisir. Il faut savoir que la grande majorité des gens qui se rasent la tête l'assument très bien et c'est super pratique et tu verras qu'un jour si tu le fais, il y aura peut-être même une mode un jour des crânes rasés où tout le monde, même les gens qui ont des cheveux, se raseront la tête. Je veux dire aujourd'hui, même tu vas au bled carrément, des implants ça coûte 2000 balles, faut arrêter. Donc ça n'est plus j'ai pas l'impression que ça soit un tabou, etc. Donc tous les gens qui ont l'impression que leur blague est cool, bon, voilà. Là je réponds, c'est Samedi Coffee, je suis là pour ça. Hein. Allez, qu'est-ce qui fait pumper le Dodge ces dernières heures, selon toi, une annonce? Elle nous dit rebourgerie. Et ouais, j'en ai un autre là, Steve, qui nous demande la même chose. Et je crois qu'il y en a pas mal des questions sur le Dogecoin. Alors, le Dogecoin. Alors, juste quand même qu'on se comprenne, le Dodge... Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas cette merde. Putain, mais on a que des problèmes là, hein? Putain, Victor, tu vois, c'est toi ça. Ah, ça y est, ça marche. Voilà, ouais. Le Dogecoin. Cette crypto, c'est une blague. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crypto, c'est une blague. Au départ, c'est une crypto même, c'est de l'humour.
elle n'a aucune utilité, elle était créée juste pour faire des blagues, voilà. C'était un prank, quoi. Donc, putain, je vais aller voir le market cap, etc. Là, on va se l'afficher ici, tac. Ce qui s'est passé, c'est que c'est parti hors de contrôle, quoi. Donc, tu vois, le truc n'a jamais bougé de que dalle, de valoir que dalle. Bon, ça pumpouille parce qu'il n'y a absolument aucun volume. Regarde les volumes. Regarde les volumes. Je veux dire, bon là, 5 millions, 1 million, des jours à 589, 410, 200 000, 50 000, etc. Donc, ça n'a jamais bougé. Sauf que, Bull Run 2017, il y a 2-3 Jean-Kévin qui n'avaient pas compris qu'on l'ont acheté parce que quand tout monte, tout monte. Donc j'imagine qu'il y a aussi des gens qui achètent au hasard parce que ça monte. Et bon, fin de bull run, tac, 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 ça baisse, etc. Et là, rebelote. Et en plus, il y a eu un peu d'actualité parce qu'il y a eu des tweets d'Elon Musk qui est pas mal un geek, notamment de la crypto, tu le sais, et qui aime bien rigoler, faire des machins, et donc il s'est moqué, oui, il a fait des tweets genre Dodge to the moon, etc. Parce que je pense que même lui s'est dit, tiens, si je pousse une crypto qui sert à rien, enfin si je parle d'une crypto qui sert à rien, tu vois, je vais pas manipuler le marché, ça va être rigolo, et puis juste, je vais prendre la plus pourrie et je vais dire to the moon, tu vois. Et il l'a fait pumper. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, avant-hier, là, là, pour avoir ce pump, mais toujours est-il que je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut investir là-dessus? Non. Est-ce qu'elle explose? Oui. En plus, là, je vois, j'ai la volate, là. Je veux dire, mec, on a 102%, ça bouge dans tous les sens, on a fait un volume d'idiot. Je veux dire, on arrive dans les top market cap. Là, pour tous les Jean-Kévin, coucou Jean-Kévin, le market cap, ça peut pas monter si haut, machin, mec. On a le Dogecoin qui est une blague, qui est un mème, à 38 milliards de market cap. À quel moment le market cap, il veut dire quelque chose? Non, pardon, c'est le volume. Excuse, c'est le volume des dernières 24 heures. Ouais, et le chiffre est tellement gros que je l'ai confondu carrément. À 34 milliards de market cap, 38 milliards de volume les dernières 24 heures. Donc là, il y a forcément des bots, il y a forcément Enfin, faut pas investir là-dessus. Et puis là, en plus, les gens rentrent vertical, ça va aller dans les deux sens. Ça va être les portes de saloon, ça va être la volatilité. Ça sert à rien. Par contre, ce qui est intéressant, au-delà de ça, c'est juste de se rendre compte que le Dogecoin, c'est ni plus ni moins, et comme plein d'autres cryptos, c'est ni plus ni moins, alors le Dogecoin c'est encore pire parce qu'il n'y a aucune utilité, mais ça n'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans une monnaie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un billet de vin vaut 20? Tu vois? Un billet de vin, ça vaut rien, c'est complètement con un billet de vin, c'est un bout de papier avec écrit 20 dessus. Puis un billet de 10, c'est un bout de papier avec écrit 10 dessus. La valeur de ce billet, c'est la même. Hein. C'est le prix du papier, de l'encre, ça coûte que dalle. La valeur d'une pièce de 1 euro, c'est 1 euro, mais à aucun moment elle coûte 1 euro à fabriquer. À partir du moment où on a abandonné les valeurs corrélées à l'or, notamment à l'argent, etc., et qu'on a arrêté de frapper les pièces en or, et qu'on a arrêté de s'échanger une vraie matière première, et qu'on a basculé sur des valeurs faciales, l'argent a gardé la même fonction. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une pièce de 1 euro, bon, je te fais 1 euro, mais on s'en fout, hein. 1 euro d'or, il y avait 1 euro d'or vraiment, un sesterce ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, 1 euro, c'est 1 euro. Mais ce qui fait que les monnaies sont acceptées dans tous les pays et dans le monde entier, c'est simplement qu'un grand nombre d'acteurs leur font confiance. C'est juste ça. La monnaie, l'argent est une convention sociale. Et la monnaie est une convention sociale. C'est juste que c'est plus pratique que faire du troc. C'est plus pratique d'échanger 10 euros contre un cochon qu'une vache contre un cochon, tu vois. C'est juste ça. Et c'est encore plus pratique d'avoir des pièces qui coûtent pas cher à fabriquer en je ne sais quel alliage à la con et des billets en papier que de faire la même chose avec du vrai or, du vrai argent et des vraies matières premières. Mais c'est juste une convention sociale. Et ce qui se passe sur le Dogecoin, c'est ça. C'est une convention sociale. Et c'est ce qu'on appelle, au sens large, le marché. Et le marché, qu'on le veuille ou non, on a déjà vu ensemble des vidéos, on a parlé très rapidement de la théorie de l'efficience de marché, on a parlé très rapidement de sciences comportementales, je te la remets là. Le marché a toujours raison. Le marché il est là, et si le marché donne au Dogecoin son prix, et sa valeur, et son market cap, pour Jean-Kévin, eh bien, c'est ce qu'il vaut à l'instant T. Point barre. Et est-ce que c'est intelligent? Non. Est-ce que c'est légitime? Non. Est-ce que c'est voué à durer? Non. Moi, ça m'inspire une chose. C'est ça. C'est simplement
un état de surchauffe du marché crypto. Donc ça commence à me faire peur. Ça, c'est un des éléments, et je t'en parlais en vidéo, des éléments qui me font peur. Autant graphiquement, je pense pas qu'on est à la fin du bull run, on en a déjà parlé, et je t'en reparlerai, je te ferai, je pense, semaine prochaine, une update crypto sur tout ce que je peux voir sur Glassnode, etc., sur les indicateurs techniques. J'ai pas l'impression qu'on soit à la fin du bull run, mais sur ces indicateurs, je vais appeler sixième sens, tu vois, genre débilité de marché, sentiment, tu vois, psychologie des foules, putain, je commence à flipper, tu vois. Quand je vois des pumps comme ça, du Dogecoin, quand je vois des gens avec des réflexions très 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 limitées dans les divers groupes où je peux être, les accompagnements, les Twitter, les machins, je vois quand même des raisonnements extrêmement limités d'investisseurs extrêmement débutants, de gens Kevin, de mecs qui ont 14 ans, ou de gens qui n'ont jamais investi, ou de gens qui investissent bien plus que ce qu'ils pourraient se permettre, de gens qui pensent qu'ils vont faire 1 million, etc., qui commencent à calculer combien il leur faut pour faire 1 million, machin, alors qu'il faut encore faire x 1000, enfin c'est des trucs complètement improbables. Et ça commence à me faire flipper. Donc j'ai pas encore pris des profits, enfin j'ai fait des arbitrages, mais que j'ai réinvesti. J'ai pas encore fait des grosses sorties de portefeuille du marché crypto, mais là je pense que je vais commencer à partir de la semaine prochaine. J'attends de voir un petit peu comment ça évolue. Quoi qu'il en soit, je vais t'en parler en vidéo. Je dis pas qu'il faut partir en courant, je dis pas qu'il faut tout sortir, mais je dis que je vais commencer à prendre des profits significatifs peut-être la semaine prochaine. Mais tout ça n'est que là un avis à chaud et tu me connais comment je fonctionne. Je vais poser un petit peu mieux les trucs et je te tiendrai au courant. Voilà, tout simplement. Avançons sur d'autres questions. Alors, Max, se lancer sur YouTube en tant que business, est-ce que c'est une bonne idée ? Pas du tout. Si tu vois le côté YouTuber, parfois je vois des gens aussi qui me parlent, qui me disent « Yann, tu dois faire de l'argent avec YouTube, etc. » Non, il faut savoir que YouTube... Alors moi déjà je monétise pas les vidéos, tu le vois, il n'y a jamais de coupure pub, etc. On a juste des petites bannières de pub parce que je pense, je suis même pas sûr que ça aide un petit peu l'algo, ça aide un peu YouTube à te mettre un petit peu plus en avant que si tu monétises pas du tout. Donc j'ai mis le niveau de monétisation minimum pour pas que ça fasse chier qu'on ait les coupures pub à la con, etc. Donc je gagne que dalle, on gagne que dalle. Enfin c'est même pas moi d'ailleurs, tout ce qu'on gagne c'est Green Bull, tu le sais. On est une centaine, je suis pas tout seul dans cette boîte. Donc on gagne rien avec les vidéos YouTube. Pour être transparent avec toi, on parle de entre 1500 et 2000 euros par mois, alors que tu as vu la taille de la chaîne, tu as vu le nombre de vues. Voilà, donc c'est pas ça qui nous fait vivre, c'est pas ça qui me fait vivre. C'est réinvesti en plus en matos de tournage, etc. On a 3 studios, un en France, un à Dubaï, un chez moi. Bon bref. Donc ça c'est vraiment petite monnaie. Donc si tu veux lancer une chaîne YouTube en plus avant d'arriver au niveau, parce que là je te dis l'argent qu'on fait avec la chaîne, mais enfin, je veux dire, la chaîne elle a 4 ans, ça se fait pas du jour au lendemain. Même les gros youtubeurs, etc., font pas énormément d'argent. Ceux qui font un petit peu plus d'argent, pour connaître quand même un petit peu le business YouTube, c'est les mecs qui font des placements de produits. Ils font un petit peu plus de sous, mais c'est pas non plus fou. Et puis encore une fois, c'est des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire que tu as l'impression que YouTube, c'est là, je fais le con devant des vidéos et puis je vais faire 1 million d'abonnés. Non, c'est dur de monter une chaîne YouTube, c'est dur de monter une audience. C'est un vrai travail, ça demande vraiment du temps. Et c'est aussi pour ça que plein de fois dans l'histoire de cette chaîne YouTube, j'ai pas été peut-être assez... présent ou assez régulier parce que j'ai plein d'autres choses à côté. Mais toujours est-il que voilà, donc le business YouTuber, je ne pense pas. Par contre, YouTube est une super plateforme pour se faire connaître, mettre en avant ses produits, mettre en avant sa marque, montrer l'envers du décor de sa boîte, créer une communauté, créer des groupes, faire... voilà. Pour moi, c'est plus un support de com en fait. Comme des flyers, comme... à l'époque, je sais pas, moi, t'achetais une page de pub dans Le Figaro, dans je ne sais quel journal. C'est un petit peu la même idée, YouTube. Et c'est très puissant pour la création de communautés, etc. Donc, je ne le verrai pas en étape 1, si la question, là, c'est de faire de l'argent, hein, Max. Je ne le verrai pas en étape 1 de dire, je fais une chaîne YouTube, je vais faire de l'argent avec la pub et la monétisation. Je le verrai en étape 2, 3, où je fais une chaîne YouTube, je prends une exposition, je crée une communauté, et là, éventuellement, oui, je peux faire connaître ma marque, mes produits, mes services, ma marque de fringues, etc., n'importe quoi. Il y a les mecs qui font... Enfin, t'as vu tout ce qui se passe sur YouTube, quoi. Donc voilà. Mais par contre, il faut savoir que c'est à aucun moment magique. Je vois plein de gens qui se lancent sur YouTube parce qu'ils pensent que c'est easy, et puis qui ont 3 vidéos, 14 vues, et qui lâchent au bout d'un mois. Donc c'est un vrai... Comme n'importe quoi, en fait. Parlons un peu d'entrepreneuriat, je veux dire, c'est ça l'entrepreneuriat. Enfin, je t'en parle de temps en temps. On a une playlist entrepreneuriat sur cette chaîne. On en parle dans Green Bull Backstage, etc. L'entrepreneuriat, je veux dire, c'est un vrai travail, quoi. C'est genre, soit tu t'y mets à fond, mais c'est pas je fais ça un peu le soir tranquille et puis je vais faire de l'argent avec YouTube ou avec n'importe quelle boîte.
C'est un peu compliqué. Si vous voulez poser des questions entrepreneuriales un peu plus, vous pouvez le faire. Hein. Hop là, tout fini. Allez, continuons. XRP to the moon. Pas de chaud. Je prends des profits, mais quelle est ta vision court, moyen terme? Alors, je voudrais juste faire une parenthèse sur le fait que, pas pour toi, pas de chaud, mais pour tous les gens qui me demandent des prédictions de prix partout, tout le temps. Je ne donne pas de prédiction de prix, pour 2 raisons. La première, c'est que ça ne t'aide pas. Parce que quand tu demandes une prédiction de prix, c'est que tu cherches juste à te rassurer. Et si je te dis beaucoup, tu vas faire « Ah putain, j'ai fait le bon investissement, putain, je suis vraiment un génie ». Si je te dis moins, tu vas dire « Ah putain, ça va te faire paniquer, tu vas sortir ». Ou alors tu vas dire « Ah putain, Yann, c'est un con ». Ou « Ah putain, tu vas chercher, etc. » D'autres validations en fait. C'est vraiment… Tu es en recherche de validation, tu es en recherche que quelqu'un te dise « Oui, c'est bien, bravo, tu as fait un bon investissement ». Donc c'est pour ça que je ne donne pas de prédiction de prix pour la première raison. Et deuxième raison, parce que bordel de merde de putain de couille à cul, personne ne sait où va aller le marché, les gars. Enfin, les mecs qui te font des prédictions de prix, qui te disent « Ouais, là, ça monte à 32, ça va redescendre, ça va corriger à 14, et puis après, ça va faire… » Et là, c'est du bullshit, motherfucker. Motherfucker. Ok? Donc, les gars, ça n'existe pas, ça. Méfiez-vous des gens qui vous donnent des prédictions de prix. Donnez des zones, donnez des targets, des extensions, l'ATH, on dépasse, les FIBO, les machins, pourquoi pas. Mais très attention avec l'oracle, ou les gens qui sont très, très sûrs de leur analyse technique. L'analyse technique, c'est un élément, c'est un indice, mais le marché a envie de se retourner, de se péter la gueule. Je te garantis que l'analyse technique, ils s'en tapent le cul. Hein. Jour du corona, l'analyse technique, moins 30. L'analyse technique, il n'y a pas d'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est un indice, mais c'est pas magique. Et les niveaux de prix, les extensions, les targets, ça reste des targets, des extensions. Moi, je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à dire XRP, je le vois à ci, je le vois à ça, il va aller là, blablabla. Tout ce que je dis, c'est que, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est que je pense qu'il a tout à fait le potentiel de remonter à son ATH. Je pense qu'il a tout à fait le potentiel de dépasser son ATH. Je pense que tous les gens, Kevin, qui parlent du market cap, etc., qui n'ont toujours pas compris, bah, c'est débile, parce que je veux dire, regarde les derniers ATH XRP, on parle entre 3,20 et 3,80 suivant les exchanges. Tu regardes le market cap, il était très important. Ça ne l'a pas empêché de monter. Tu regardes, enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Et puis je te remets la vidéo encore si tu ne l'as pas vue, s'il te plaît, du market cap, parce que ça ne veut même rien dire. Donc, voilà. Et là, je pense que ce qui se passe sur XRP maintenant, et on fera sûrement une vidéo mise à jour, c'est que ça achète la rumeur, tout simplement. On a des rumeurs de settlement, d'accord pour le procès. Les gens, voilà, personne ne voit la SEC gagner que de l'investisseur de base au meilleur avocat spécialiste, etc. Personne ne comprend comment la SEC peut gagner. Les planètes sont pas mal alignées avec un nouveau patron de la SEC qui vient d'être nommé, etc., etc. Donc je pense que le marché achète la rumeur. Je pense qu'on est en plein bull run, donc en plus, c'est du value investing, je veux dire, c'est du value investing, c'est rien de plus. C'est-à-dire que les investisseurs se disent, ok, qu'est-ce qui est en retard? XRP, on achète, parce que c'est un bull run. Voilà, tout simplement. Donc, attention au sell de news quand même. Si demain, il y a une news de settlement qu'il est monté trop haut, là, au niveau actuel, est-ce qu'il y aura une sell de news? Je ne pense pas, mais si on monte et on revient retrouver la TH, voire même encore plus haut, avant d'avoir la news, la bonne news, il est très possible qu'on ait un sell de news. Donc ça, il faut le savoir. Et je le répète, pour tous les débutants sur le marché là, qui arrivent par wagon entier, une crypto, un projet crypto, un investissement, une entreprise, une action, peu importe, n'importe quoi, n'est pas corrélé directement et proportionnellement à ces news. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain, la SEC dit « Bravo XRP, vous êtes les meilleurs, on s'est complètement trompé, on est des connards », que le truc va faire x3. Si le truc est déjà trop haut, parce que la news est déjà pricée, le truc va se péter la gueule. Il va y avoir un sell de news. Aussi bonne soit-elle. Même si demain la reine d'Angleterre, elle dit que j'investis sur XRP, mais que XRP est déjà monté à 15, parce que tout le monde a anticipé, etc., il va se péter la gueule. Donc ça, il faut bien le comprendre, il n'y a pas de corrélation directe et instantanée entre une news et une crypto. Voilà. Je vois vraiment, en ce moment, parenthèse, je commence aussi à avoir peur. Peut-être que je suis le marché de trop près, mais je vois de plus en plus de débutants arriver et vraiment de gens qui vident. De plus en plus. C'est-à-dire que tu vois très bien quand tu entends parler et raisonner les gens que c'est des gens qui n'ont jamais investi, qui ont investi que dans les cryptos, qui ont investi beaucoup trop, ou qui investissent peut-être aussi dans les actions, etc., mais en mode casino.
qu'il n'y a pas de réflexion investisseur derrière, qu'il n'y a aucune bonne pratique, qu'on part du principe que les x2, les x4, les x8, les x10 sont normaux. On part du principe qu'on calcule en millions maintenant. Genre, putain, je suis rentré à temps sur tel crypto à 0,07 et arrivé à temps, j'aurai 1 million. What the fuck? Les gars, non. Arrête, sortez de votre rêve. Hein. Déjà, même si elle monte à 1 million, tu auras vendu, tu parleras taïwanais bien avant et tu te seras chié dessus et tu auras vendu. Et c'est pas comme ça qu'on raisonne. Je veux dire, tout ça sont des indices de surchauffe du marché. Et le marché peut surchauffer longtemps. Hein. C'est pas parce qu'on a des indices de surchauffe du marché qu'il va se retourner demain. Il peut surchauffer 6 mois, il peut surchauffer 1 an. Par contre, plus il va surchauffer, plus l'élastique va se tendre et plus ça va être violent. Hein, le retour à la moyenne, toujours. Hein. C'est-à-dire qu'un marché, si la moyenne est là, le fair price, on va dire, un marché qui surchauffe, là, il y a un élastique. Hein. Et plus il se tend, plus ça va être violent. Et là, je peux te dire qu'il est en train de se tendre. Ben voilà, il y a Thomas qui nous dit « Salut Yann, vas-tu faire une vidéo lorsque tu commenceras à sortir des cryptos ?» Oui, hein, bien sûr, tout à fait. Je te tiendrai au courant, et même des prises de profit, etc. etc. Quentin, comment tu récupères tes gains crypto, stablecoin pour éviter l'impôt et réinvestir plus tard? Et à côté, on a une question, est-ce que tu utilises le stacking? Et j'ai pas mal aussi de questions tout le temps sur la DeFi, le stacking, le yield farming, etc., etc. Alors, je vais répondre à ça en entier, tout ensemble. Comment dire? Déjà, première chose, les impôts. Je vois beaucoup de gens qui me disent comment éviter les impôts, comment faire, etc., etc. La règle est simple. Tant que tu restes en crypto, tu n'es pas imposé. Donc si tu passes en stablecoin, c'est une crypto stable, tu n'es pas imposé. Ok. Par contre, est-ce que c'est intéressant de rester en USDT juste pour le plaisir de ne pas payer d'impôts? Je ne suis pas certain. Alors j'entends de dire, je vais passer en stable et je vais faire du farming là-dessus, je vais faire du stacking je vais profiter de taux d'intérêt qui ne sont pas dégueulasses sur cet argent-là. Oui, ok. Ou très rapidement, le stacking, c'est quoi? C'est de bloquer un certain nombre de cryptos sur un smart contract qui, en échange, fonctionne très simplement. On va prendre ton argent, on va le prêter à des personnes. Ça peut être des gens qui investissent en marge, ça peut être des institutionnels, ça peut être des besoins de liquidité, etc., etc. Et toi, en échange, on va te donner un pourcentage de rendement. Okay, c'est aussi simple que ça. Même si ici, il y a beaucoup plus de cas possibles. Hein. On va dire c'est de la liquidité au sens large. Okay, donc ça, c'est le principe de la DeFi. C'est le grand principe fondateur. C'est de remplacer le système bancaire et tout ce qu'il fait. Les prêts, les market makers, etc. etc. Okay, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, stacker, c'est intéressant en termes de... ou faire du yield farming ou peu importe. Hein. La DeFi au sens large, est-ce que c'est intéressant en termes de pourcentage de rendement? J'ai envie de dire oui. Attention quand même, c'est pas le sujet du jour, mais il y a plusieurs possibilités et il y a plusieurs niveaux de risque. C'est pas parce que tu bloques des coins que tu es sans risque. Okay, il y a des solutions sans risque où c'est du stacking pur et dur et il y a assez peu de risques. En tout cas, il y a toujours les mêmes risques hein, que la plateforme explose, se fasse hacker, etc. etc. C'est quand même pas aussi solide qu'une banque aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou non. Donc il y a quand même le risque de hack au sens large, on va dire. Et sur d'autres, et je pense au yield farming, etc., il y a quand même des risques au niveau des équilibres que tu vas faire sur les différentes paires que tu vas bloquer. Mais j'ai envie de te dire, là, maintenant, au sens large, oui, on peut trouver des pourcentages de rendement intéressants. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le marché explose. Donc tout ça est quand même corrélé au marché. Puisque forcément, j'ai plus besoin de liquidité, j'ai plus de besoin de prêts, j'ai plus de besoin de levier au sens large. Okay, le marché a plus de besoin de levier au sens large. Donc on peut se permettre de te donner des grands pourcentages. Mais est-ce que ces pourcentages sont supérieurs à investir directement sur le sous-jacent? Non. À moins de rentrer dans de l'astrophysique en yield farming et on est exposé à d'autres risques de perte. Mais là, globalement, tout de suite maintenant, de dire par exemple, tiens, j'ai du stablecoin qui peut m'offrir un 8, un 6, un 11%, bah là, tout de suite maintenant, il est plus intéressant d'être sur le marché diversifié et je fais les mêmes pourcentages.
Par contre, demain, tu me dis, ok, demain, bon, fin de bull run, hop, je sors tout en USDT, donc j'ai pas d'impôt, et du coup, pouf, je vais faire ça et je vais récupérer 6, 8 ou 11. Oui, mais non, mais demain, les 6, 8 ou 11, ils seront plus là. Hein. Si le marché il se pète la gueule, il est en baisse, on va plus être capable de te servir 6, 8 ou 11. Les rendements vont baisser. Et il y a aussi un deuxième risque, que j'ai envie de dire systémique, c'est aujourd'hui la DeFi, c'est très bien, c'est génial, c'est révolutionnaire. Par contre, moi, il y a une question que je me pose, et c'est, j'ai pas encore la réponse. Je suis en train de creuser, mais c'est extrêmement compliqué, parce que là, on parle que tout ce que tu connais des marchés financiers classiques, mais je parle des marchés sous le capot des marchés financiers classiques, donc déjà beaucoup plus compliqué. Les différents fournisseurs de liquidités, les différents market makers, les flux entre tout ça, les banques d'affaires, etc. Tout ça est remplacé et copié, décentralisé par la DeFi. Donc il faut déjà réapprendre comment tout ça fonctionne, mais c'est très opaque, c'est très dur à trouver. Quand le code il est open source, il faut être capable de le lire, etc., etc. Donc c'est très dur déjà de se faire son idée maintenant de ce qui se passe. Okay. Moi, ma question c'est demain, et je n'ai pas la réponse, mais c'est un concern. Demain, on part en bull market. Sur les marchés financiers classiques, j'en ai déjà parlé, on a plein aujourd'hui de fusibles partout. On parle des clearing systems, on parle des chambres de compensation, etc. Toutes ces choses dont on a parlé, on parle des appels de marge, on en a déjà parlé sur cette chaîne. On a des fusibles partout. Qui fait qu'aujourd'hui, avoir une cascade d'acteurs qui fait faillite, avoir une contamination à la finance mondiale, etc., bien sûr, ça reste possible. Mais enfin, on a mis partout des coupes-circuits. Dans la DeFi, ils sont où les coupes-circuits? Demain, le marché se retourne, tout explose. Je ne suis pas certain que la DeFi n'explose pas. Aujourd'hui, c'est une question que j'ai. Et d'ailleurs, s'il y a des gens extrêmement spécialisés, je ne parle pas de Jean-Kévin, tu as lu 3 articles, hein, mais si on a des gens là, des devs, des gens méga spécialisés qui regardent cette chaîne, écrivez-moi, vous avez les contacts là en dessous. Et je suis très intéressé pour avoir de la doc high level. Parce que tout ce que je trouve, oui, je vois des fonctionnements qui sont bien sur le papier, je vois, je comprends, hein, les market makers décentralisés, etc. Je comprends tout ça, les oracles. Mais où sont les fusibles? C'est ma question. Donc j'en reviens à mon raisonnement plus tôt. Et où sont les fusibles interchain? Parce qu'il y a certaines chaînes et protocoles qui en ont, mais comment tout ça va communiquer? Et qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que demain, il ne peut pas y avoir des appels de marge en cascade, etc. Et où est le collatéral finalement? Oui, alors oui, il y a des collatérales on-chain. Mais enfin, voilà, c'est ma question. Donc, toujours est-il que, est-ce que les rendements demain seront les mêmes? Pas sûr. Est-ce que tout le système demain sera encore debout? Pas sûr. Est-ce que c'est même peut-être pas lui qui va provoquer le bear market du siècle? Pas sûr. Donc, je ne peux pas transposer une situation actuelle à demain. Donc déjà, le raisonnement de dire je sors en USDT à la fin du bull run, je stack tout et je récupère 8, 10, 12%, 15% d'intérêt, il ne tient pas. Première chose. Ça se trouve, ça va tenir. Ça se trouve, non. Première chose. Deuxième chose, vouloir éviter à tout prix les impôts. Le problème, c'est que je reste bloqué dans les cryptos. Et je parle aux gens qui ont fait un peu d'argent, et je sais qu'il y en a plein, je reçois plein de messages de gens qui ont fait un peu d'argent, voire même beaucoup d'argent. Des 10, des 20, des 50 000, des 100 000, des 200 000, des 400 000, des millions sur les cryptos. Au bout d'un moment, faut accepter. Faut accepter de payer les impôts. Alors soit tu as fait assez d'argent et puis tu prends les coronesses et puis tu t'expatries si vraiment tu veux t'expatrier et puis c'est bien, ça te fera voir du pays. Ou soit tu t'acceptes de payer tes impôts, mais toujours est-il que comment on réinvestit cet argent, quoi? Parce que même si demain tout fonctionne très bien, la DeFi, etc., le stacking, tout fonctionne, les différentes plateformes, t'es condamné à rester là, quoi. T'es condamné à rester là, t'as quand même tes cryptos sur une plateforme avec un acteur derrière qui peut se faire hacker, on l'a vu plein de fois, qui peut se faire voler, t'as pas la même solidité. T'as toujours pas de niveau de diversification, je trouve ça dommage. Donc moi, très clairement, ce que je vais faire, c'est que les profits, je vais les réallouer sur les différents marchés, tout simplement. Et je pense qu'il va falloir accepter de sortir en partie ou en totalité ces gains pour les réallouer. Parce que sinon, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, quoi?
Parce que les cartes de crédit crypto, ça va bien 3 secondes. Et puis ça finira par être imposé aussi. Ça l'est déjà d'ailleurs, hein, mais le problème c'est que là c'est difficilement contrôlable par les pouvoirs publics. Mais toujours est-il que ça finira. Et puis le but c'est quand même de grossir, de faire grossir la boule de neige, de réinvestir. Il va y avoir des super opportunités sur tous les marchés. Donc voilà. Après, c'est la vision de chacun. C'est la vision de chacun. Si tu me dis, bah, moi je sors tout en stable et puis j'attends le prochain bull run, ok. Hein. Enfin, toi tu sors tout en stable, tu payes pas tes impôts, certes, tu attends le prochain bull run. N'oublie pas que l'écart de temps entre les bull runs a tendance à grossir. Donc le prochain bull run c'est quoi? C'est 3 ans, c'est 4 ans. Ok, donc tu as gagné 30% d'impôts. Par contre, pendant 4 ans, tu as du capital, il fait rien. Ou alors il fait pas grand chose. J'ai envie de te dire, c'est un peu débile. Tu vois. Tu prends le même capital, ok, paye 30% d'impôts, va sur des supports qui sont super dynamiques, la bourse, le trading, le court terme, le moyen terme, une partie portefeuille long terme. Et voilà, je veux dire, en bourse, on fait aussi des belles années. Hein. Donc voilà, c'est des questions à se poser. Il n'y a pas le feu au lac, mais c'est des questions à se poser. Clément Jacques, quels sont les alts auxquels tu crois le plus? Alors j'ai pas mal partagé sur ma chaîne YouTube hein, les différents portefeuilles mal aimés, etc., etc. Donc ça c'était des alts auxquels je croyais beaucoup et auxquels je crois toujours, parce que je suis toujours en position pour la plupart d'entre elles. Playlist crypto, hein, si vous voulez suivre un peu la chronologie, j'y crois à ces alts. Et je pense qu'elles avaient beaucoup de potentiel et la preuve d'ailleurs, le portefeuille est à peut-être 300% depuis. Après, il y a plein d'autres alts desquels je parle assez souvent, vous le savez, qui ne sont pas forcément sur XRP, sur XRP, j'ai fait un lapsus, qui ne sont pas forcément sur le portefeuille mal aimé. Bon, XRP y est. Il y a OMI, vous savez que je suis positionné. Il y a VET, je suis positionné. Il y a CEL sur lequel je suis positionné. Il y a CSC, tiens, Casino Coin, qui était vraiment typiquement le projet typique auquel tu poses 2000 balles, tu sais, en mode sur un malentendu, et bon, qui a l'impression, qui a envie de partir. Il y a Tron, je ne sais plus si Tron est dans le mal aimé. Après, il y a plein de petits coins sur lesquels je suis. Je suis sur Bake, je suis sur Arc, je suis sur Everest ID, je suis sur Beam, je suis sur EasyFi, Excurrent, OVR, BMI, un peu de BNB, j'ai du Veracity, j'ai GoChain, j'ai du MTO. Voilà, j'ai pas mal de lignes. Et il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres alts auxquels je crois. Et le problème en ce moment sur ce marché, c'est que si tu veux, là, maintenant, il y a trop d'opportunités. C'est-à-dire que, pareil, hein, je vois là, je suis en train de regarder les questions, on m'envoie des messages toute la journée, regarde ce projet, qu'est-ce que tu penses de ce projet il est génial. Il y a trop d'opportunités maintenant. Déjà, en temps normal, même si tu regardes le marché action, j'en parle souvent, tous les marchés sur lesquels on peut investir, il y a déjà trop d'opportunités sur lesquelles investir. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses cool. On n'a jamais assez de capital. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire toujours plus de capital, parce que tu peux faire plus d'allocations. Et vu que ça m'amuse bien d'investir, finalement plus je fais d'argent, plus je peux investir et plus je m'amuse. Et c'est ça aussi l'idée. Mais il y aura toujours plus d'opportunités que ce que tu ne peux en saisir. Donc après, c'est toujours un jeu d'allocation, c'est toujours un jeu de conviction, c'est toujours un jeu de pari, et c'est toujours un jeu aussi parfois de porter un peu, tu vois, d'assumer ce qu'on fait. Je vais faire une parenthèse OMI, parce qu'on parle tout le temps d'OMI en ce moment, et on est rentré sur OMI, et OMI ne monte pas en ce moment. OMI dérive, il ne se passe rien. Et on l'a vu aussi sur le portefeuille mal aimé à l'époque où je l'ai publié, il ne se passait rien au début, voire même il était en perte. Et tout le monde disait, et là ça se reproduit sur OMI, ah mais je fais quoi, mais pourquoi, mais ils font quoi, mais merde, mais fais chier, je suis en train de rater. Mais les gars, une décision d'investissement, c'est je prends les infos, je fais mes recherches, je me forge ma conviction, je décide de mon allocation et j'investis. À partir du moment où j'ai investi, ça y est, j'ai posé les couilles là. Stop, fini. Ou alors fais du trading et tu fais tous les jours. Mais t'as investi. Donc faut y aller, faut le tenir ce putain de trade. Ou alors
les conditions changent, tu sors, très bien, sors, va réallouer ton capital ailleurs, mais arrête de te plaindre toute la journée sur n'importe quelle crypto, peu importe laquelle. Qu'est-ce qui va se passer? Comment j'y vais pas? Ah, ça prend du temps, je vois le Dodge, il explose. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que là, tu es en train de faire la girouette, et tu vas faire la girouette, et tu vas te prendre les portes de saloon dans tous les sens. Ah, le truc part pas, ah, je sors, ah merde, il est parti, j'achète, ah, il corrige, ah, je ressors, ah, il achète. Et tu es en réaction. On n'est pas en réaction sur les marchés financiers, on est en anticipation, on prend des paris par A plus B, on pose un peu à un moment les couilles sur la table, j'ai envie de te dire. Et voilà. Donc, c'est ça, le jeu de l'investissement. Et au milieu de tout ça, il y a trop de projets. Au milieu de tout ça, il y a trop de trucs qui ont l'air prometteurs, mais il y a aussi un timing. C'est-à-dire qu'on m'envoie là énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que où est-ce qu'on est, à ton avis, dans ce bull run? Je te dessine un bull run. C'est plat, première explosion, deuxième, ça, hop, hop, parfois correction, hop, ça devient parabolique, hop, 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 correction, ça devient parabolique, 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 parabolique. On trouve un top, hop, dead cat bounce, hop, et ça casse et ça part en live. Ok? Ça ressemble à ça. Maintenant, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? J'ai envie de te dire, bonne question. J'en ai aucune idée, François Pignon. Mais, bonne question, François Pignon. Je ne sais même pas si cette réplique est dans le film. Mais, on a les droits. Mais, toujours est-il, c'est samedi Kofi, hein, c'est normal. Toujours est-il que je pense qu'on a plutôt plus de chances d'être quelque part dans la deuxième moitié que dans la première. Ok? T'es d'accord, t'es pas d'accord? Toujours est-il que, moi je pense qu'on est plutôt dans la deuxième moitié, HAL. Donc, moi le pari que je fais, c'est que les nouveaux projets super à la mode, super nouveaux, trop visionnaires, etc., c'est une chose. On va classer les projets dans super visionnaires à la mode, super nouveaux, et projets qu'on va appeler solides. Ok? Donc projet solide, bah, c'est Bitcoin, Ethereum, Ripple, les Litecoin, toutes les altes en fait qui ont vécu plusieurs cycles, ou alors les projets qui ont déjà une vraie utilité, sur lesquels on a un historique ou un recul. Okay? Donc c'est des projets qu'on va appeler solides. Bien, pas bien, ça trouve son public ou pas, peu importe, on va les classer dans solides. Et on a les projets visionnaires, qui sont tous les projets nouveaux. Genre, putain, ça va faire ça va être trop bien. Tu vas voir, là, si ça fait ce que ça dit, putain, ça va être la révolution. Okay? En début de bull run, j'ai envie de te dire, quand je peux me positionner bas, je préfère investir sur des projets visionnaires, en grande partie, et aussi des projets solides, mais disons que le pourcentage de projets visionnaires sera peut-être plus important que le pourcentage de projets solides. Ok? Par contre, en fin de bull run, bah, le pourcentage de projets solides, j'ai envie de te dire qu'il ne bouge pas trop. Éventuellement, je sors pour faire des réallocations. Éventuellement, je prends des profits, peu importe, mais ça ne bouge pas trop. Par contre, le pourcentage de projets solides sur lesquels je vais investir, de visionnaires sur lesquels je vais investir va baisser. Pourquoi? Parce que si on est plutôt à la fin du bull run, ces projets-là n'auront pas le temps assez vite d'agir pour péter. Ou en tout cas pour être très connu, ou en tout cas pour devenir encore plus, pour devenir finalement solide. Okay? Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir dans des projets visionnaires, je le fais, je suis le premier, mais qu'il faut peut-être baisser son pourcentage d'investissement dans des projets visionnaires. Ou alors être en accord que peut-être que sur ce bull run-là, il n'aura pas le temps, et qu'il faudra attendre le prochain. Donc en fait, soit tu baisses ton pourcentage, soit tu augmentes ton pourcentage d'acceptation de passer sur le cycle d'après et donc de faire de l'investissement intercycle et pas intracycle, soit un mix des deux. C'est ça que je veux t'expliquer. Et c'est ça, moi, que je fais. Donc là, tous les jours, il y a des nouveaux projets machin visionnaires, mais bon, tu regardes les white papers, on te dit ça va être mis en place dans 2 ans, sans l'année ou les 2 ans de retard qu'on sait qu'il va se passer. Donc là, typiquement, on est sur le prochain. Hein. Donc est-ce que je l'achète maintenant ou est-ce que je préfère l'acheter plus tard? C'est toute la question. Après, il peut très bien péter aussi sur une hype maintenant. On ne le sait pas, Madame Irma. Il y a une chance qu'on attende le prochain, il y a une chance qu'on pète sur la hype. Donc on n'est pas sûr de pouvoir rentrer là et on n'est pas sûr de ne pas rater un truc ici. Donc, comme d'habitude, à location, on en prend un peu, mais pas trop.
C'est pour ça que je dis que je baisse un peu mon pourcentage sur les projets visionnaires. Voilà. Le plus gros projet visionnaire, là, sur lequel je suis investi, c'est Omi. En tout cas, c'est peut-être celui auquel je crois le plus. Et puis même en termes de montant, maintenant, j'ai renforcé et je continue. Donc c'est aussi celui sur lequel je suis le plus investi dans la catégorie visionnaire. Mais toujours est-il que j'accepte que s'il pète sur ce cycle-là, j'agirai en conséquence. Je prendrai des profits ou pas, plus ou moins ou pas. S'il pète sur le prochain cycle, j'accepte de le garder. Et aujourd'hui, c'est peut-être une des seules cryptos que j'accepte de garder intercycle. Et je me rechargerai bien sûr ici. Tout simplement. Donc ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Au-delà de dire ce projet, il est trop bien sur le papier, il va révolutionner le truc. Ouais, mais est-ce qu'il va avoir le temps? Il y a un market timing aussi. C'est typiquement du market timing. Hein. Je veux dire, c'est une discipline, hein, le market timing. Market timing. Le truc, ça peut être la révolution. S'il n'y a que toi qui le vois et que personne n'a le temps, 1 de s'y intéresser, 2 de devenir client, 3 d'en parler, les médias, etc., il ne va rien se passer. Je veux dire, ça n'est pas automatique. Et je continue ma parenthèse OMI parce que je vois tout le temps de l'incompréhension, mais ça marche pour toutes les cryptos. De gens qui disent « Putain, mais là je comprends pas, ils ont donné telle news, ça monte pas. » Ou alors « pourtant, il y a tellement de possibilités. » Ou alors au contraire, « ils font chier, ils avancent pas assez vite, ils n'ont pas donné les news, etc. » J'en parlerai plus en détail sur la vidéo consacrée à OMI, mais ça fonctionne pour tous les projets. C'est-à-dire que une entreprise blockchain, son but, c'est pas de te rendre riche, mon pote. Une entreprise blockchain, son but, c'est de réaliser son projet. Souvent, c'est un projet. Je prends l'exemple de VeChain, je prends l'exemple de OMI, je prends l'exemple de la DeFi, je prends l'exemple de ce que tu veux, tous les utility tokens, etc. C'est un projet où il va y avoir des clients. Globalement, on est en train de monter une boîte, quoi. Je veux dire, on va combler un besoin, on met sur le marché un produit. Et oui, il y a une crypto corrélée à ça parce qu'elle va apporter de la liquidité, elle va apporter des moyens d'échange, elle va apporter des droits, du stacking, de ce que tu veux. Mais en vrai, il y a un projet. Et le but de la boîte, c'est pas de faire monter sa crypto et de te rendre riche. Elle en a rien à foutre, Jean-Kévin. Le projet de la boîte, c'est d'être rentable, gagner de l'argent, embaucher, grossir, trouver des clients, blablabla, blablabla, créer l'entreprise. Oui, la crypto est corrélée à ça, mais pas immédiatement, pas proportionnellement, parfois plus, parfois moins, parfois en retard, parfois en avance, parfois que de la spéculation, parfois à juste titre. Donc, quand on analyse un projet crypto, et aujourd'hui je vois beaucoup trop, encore un élément de débilité de marché de gens qui ne comprennent pas dans quoi ils investissent, de gens qui pensent que la corrélation est immédiate, parfaite, et que le but des différents projets est de faire monter leur crypto. Pas du tout, rien à foutre. Pourquoi Ethereum a explosé et est parti de ce qu'il était à ce qu'il est aujourd'hui? Parce qu'il a réglé un problème fondamental sur le marché d'une rétrocompatibilité, d'une compatibilité totale des smart contracts avec des gens qui peuvent se plugger sur un réseau ERC20, créer leur propre coin là-dessus, tout est intercompatible avec cette notion de smart contract, de settlement en direct, etc., etc. Ils ont réglé un problème. Ce qui a fait augmenter la demande de TH et monter le prix, augmenter la liquidité sur le marché, les frais, le burn, tu connais l'histoire. Mais la fondation ETH, leur but n'était pas de faire monter l'Ethereum. Leur but était de régler ces problèmes et en effet, l'Ethereum monte par le truchement de régler ces problèmes. C'est exactement la même chose avec la plupart des projets, pas tous, mais la plupart des projets où il y a une entreprise derrière à vocation commerciale. Et quand bien même cette entreprise, et encore plus quand cette entreprise fait du chiffre d'affaires. Je pense à XRP, je pense à Ripple, pas XRP, Ripple l'entreprise. Son but, c'est d'avoir des clients, c'est de faire du chiffre d'affaires. XRP est l'utility token. Je pense à OMI, son but est d'avoir des clients, faire du chiffre d'affaires, enfin avec OMI. Et OMI, le token, est un utility token. Mais le but d'abord, c'est de faire du chiffre d'affaires, faire grossir la boîte, créer des utilisateurs, avoir des utilisateurs dans l'app, faire fonctionner l'app, etc. Donc, stop it de croire que les boîtes sont là pour t'enrichir, les projets sont là pour t'enrichir et sont à ta disposition de mettre des news au bon moment, au bon endroit. Ah mais la news, le cours n'est pas monté, je comprends pas, ils sont nuls. Non, ils s'en foutent en fait. Oui, ils sont incentivés, ils ont des tokens, tout ce que tu veux, mais c'est pas comme ça qu'on gère une entreprise. On gère une entreprise comme on gère une entreprise. Pas une crypto pour faire plaisir aux investisseurs pendant le bull run. Donc ça, tu vois, ça te permet un petit peu plus de recul sur les projets dans lesquels tu investis. Il y a une notion de market timing vraiment. De se dire quand ça va péter, pourquoi ça va péter. Et comprendre que ça n'est pas corrélé immédiatement. Et comprendre que pour un utility token, pour qu'il monte, il faut qu'il y ait de l'utilité. Il faut qu'il soit utilisé. Il faut qu'il soit échangé. Il faut qu'il y ait un vrai volume de transactions. La spéculation ne suffit pas. Elle peut suffire,
pour faire des pumps qui sont sporadiques, qui sont localisés dans le temps. La spéculation peut faire monter un actif très haut, la preuve avec le Dogecoin. Mais derrière, ça finira toujours par retomber comme un soufflet. Je te mets ma main à couper pour le coup, tu vois, je suis pas Madame Irma, mais je te parie toute ma vie, maintenant, tout de suite, que le Dogecoin va redescendre et se péter la gueule à la fin du bull run. Parce que, déjà, à la fin du bull run, la plupart des trucs vont se péter la gueule, et surtout, il n'y a aucune utilité, personne ne se sert de ce truc. Tout simplement. Et un autre projet, peut-être avec beaucoup d'utilité, beaucoup de liquidité, va comparativement mieux performer. Mais ça n'est pas pour ça que si tout le marché se pète la gueule, ce truc ne se pètera pas la gueule. C'est faux. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'instits, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'argent, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a Tesla qui a acheté du Bitcoin que le Bitcoin ne va pas descendre. Non. Plus l'élastique se tend, plus le string se tend, plus il y a de risques. Voilà ce que je voulais dire. Toutes les altes ont explosé, est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer dans le crypto game, nous dit Richard. Bah Richard, t'as tout compris, hein. C'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup Oui, potentiellement. La question, c'est qu'est-ce que tu achètes ? C'est sûr que si tu achètes un truc vertical et qui a déjà fait x10, il y a quand même potentiellement des chances que ça pull back, hein, ou que ça se pète la gueule. Donc c'est toujours les mêmes règles en fait. Rentrer dans du vertical, non. Rentrer trop tard, non. Rentrer bêtement, non. Rentrer all-in, non. Rentrer sur un seul actif, non. Après, il y a encore des actifs qui ont des comportements qui sont quand même un peu moins violents. Et puis on a aussi des phases de conso. C'est-à-dire qu'un truc qui a déjà fait x10, attention par contre, hein, on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'il a fait x10 qu'il va redescendre, on n'est pas aussi en train de dire que c'est pas parce que ça a trop descendu que ça va remonter, ça c'est des billets. Par contre, ce qui est sûr, c'est que rentrer dans le vertical, c'est pas une bonne idée, parce qu'on se mange un drawdown potentiel sur la conso. Par contre, en effet, des actifs qui recassent, etc., c'est une question de conviction. C'est-à-dire que si je pense que le marché continue, si je pense que ça peut encore monter, il y a de l'utilité, on n'est pas en surchauffe, etc., rentrer sur des consos, c'est pas déconnant. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que le truc a déjà fait x5, x10 et que je l'ai raté que je me dis j'ai raté la guerre. Un truc qui a fait x10 peut encore faire x10. Hein. Combien on a eu d'exemples sur le marché ? Les BNB, etc., etc. Je veux dire, le BNB, début bull run, on était à quoi ? 8, un truc comme ça, hein, 8, 12, un délire comme ça. Hein. Je veux dire, quand il est monté à 120, les gens ont dit « Ah ben non, putain, il a déjà fait x10, j'arrive trop tard. » Bah aujourd'hui, on est à 500, 520, 530, quoi. Donc c'est ça la question. C'est de se dire, est-ce que c'est trop tard, pas trop tard ? Donc on ne peut pas le savoir. Vu qu'on ne peut pas le savoir, on en revient toujours à ces fucking fondamentaux de rentrer correctement, au bon endroit, sur des consos pas dans du vertical, de se diversifier, d'avoir des bonnes allocations, de mettre de l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre et pas de l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça c'est... J'ai jamais compris cette phrase, je la comprendrai jamais. Investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Non les gars, moi je suis investisseur. Il n'y a aucun argent que je suis prêt à perdre. Il y a de l'argent que je n'ai pas besoin pour vivre, il y a de l'argent où mes besoins primaires sont déjà comblés, et donc j'en ai pas besoin immédiatement, donc cet argent ne me met pas en danger, mais à aucun moment c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Pas d'argent que je suis prêt à perdre, moi. Je sais pas toi, mais... Question de Warzazat. Pourquoi ? Parce que... As-tu déjà fait des allers-retours en résidence principale pour une belle plus-value, Quentin ? Non, Quentin, j'achète pas de résidence principale, donc j'ai jamais fait d'aller-retour en résidence principale, j'ai jamais acheté ma résidence principale. Quel est ton avis sur le niveau actuel du BTC ? Bah, ce que je viens de dire. Pourquoi ne pas acheter de résidence principale ? Faut sortir un loyer quoi qu'il arrive. J'ai fait au moins 3 vidéos sur cette chaîne qui parlent de la résidence principale. Va les voir, tape Yann Darwin, résidence principale, va dans la playlist IMO, va te promener, j'en parle tout le temps, j'en ai marre de parler de ça. Charles, Yann, es-tu un arnaqueur camouflé ? je ne crois pas. Et les cryptos pour Pangea ? Alors Pangea, juste parenthèse pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est un projet qu'on est en train de mener à bien à Québec City, au Canada. C'est 498 appartements d'une résidence étudiante en face de la fac au Canada, qu'on est en train de finaliser avec certains de nos investisseurs de myclubdeal.com, qui est notre club d'investisseurs. Le lien est en dessous. Si tu veux t'inscrire, tu reçois ce genre de deal. On en fait
L'objectif est d'en faire 2, 3 par an, 4 si vraiment les planètes s'alignent. Voilà, donc c'est que des gros deals, c'est des deals de promotion, c'est des trucs qui rapportent pas mal. Là, on a un IRR de 15% et certaines personnes de notre communauté peuvent investir avec nous. Donc ça, c'est le deal Pangea. Pour les retardataires, on a quasiment bouclé. Donc je sais pas, quand tu regarderas cette vidéo, voilà, si c'est encore disponible. Toujours est-il que non, on ne prend pas les investissements en crypto. On ne peut pas le faire encore aujourd'hui parce qu'il y a un fonds qui réceptionne les fonds, qui investit en obligations, en equity, dans une SPV, qui construit, etc. Bref, c'est un bordel sans nom au niveau de la structuration, forcément, hein, puisqu'on parle de deals en dizaines de millions de coûts. Donc c'est pas de la structuration au hasard, etc. Il y a des avocats partout, enfin, tu t'imagines bien l'histoire. Donc c'est très difficile aujourd'hui, hein, comme quoi le marché crypto est jeune, de prendre des investissements en crypto. Donc pour investir avec nous, faudra transformer en fiat, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel avenir pour le VET et comment tu vois sa progression? Je pense que l'avenir du VET est intéressant et tu vois, ça c'est typiquement un exemple de boîte qui est sur ses fondamentaux, quoi. C'est-à-dire que les fondamentaux du VET ont toujours été très bons et vont dans le bon sens, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de spéculation et là c'est juste la spéculation qui a pris le dessus. Donc le VET il est en train de nous faire ça. Il est complètement en train de nous faire ça. Donc là, il se passait rien, boum, début de bull run, il y a eu un petit quelque chose, et là, on est bien dans le vertical, et puis on voit des consos et tout qui sont super propres. Donc ce que fait le VET, je trouve ça super propre en ce moment. Est-ce que tu veux qu'on aille rapidement TradingView, voilà. Donc, tu vois, il est sorti, moi je vais enlever ça, c'est plus d'actualité. Donc voilà ce qui se passe sur le VET. Donc là, on est en quoi là? On est en weekly, parfait. Je vais enlever ça, c'est plus d'actualité aussi. Voilà, donc oui, c'est sûr que le point d'entrée maintenant, qui est ici à 1,013, paraît bien loin. On est très content de ce qui se passe sur le VET. Pour tous les gens qui ont investi, on a éclaté le niveau psychologique des 0,10. Je vois mal ce qui peut se passer maintenant de mauvais. À part si le marché a envie de se retourner, ça c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on va continuer à avoir, tant que tout va bien sur les cryptos, des figures comme on a vu ici, comme on a vu là, comme on a vu là. On va continuer à les voir, on est en weekly là. Des consos tranquilles et puis des belles explosions. À noter quand même que la taille des bougies grandit, donc c'est un indice quand même d'accélération du marché, c'est ce qu'on a envie de voir. On va quand même surveiller ce qui se passe. En daily, c'est tout aussi joli. Ah, tu vois, regarde, mes traits fonctionnent bien. Donc c'est tout aussi joli. Rentrer maintenant pour quelqu'un qui n'est pas dedans, un peu chaud. Attends une figure de consolidation si tu crois au VET, que tu veux rentrer, que tu as analysé tes fondamentaux, etc. C'est une belle figure de consolidation, rentrer en bas et attendre la cassure ou rentrer sur la cassure. Bon là, on a quand même une bonne idée de la gueule du marché. C'est-à-dire que théoriquement, il faudrait rentrer sur la cassure. Maintenant, si on parie que le bull run continue, rentrer en bas, là dans les configurations actuelles, c'est pas déconnant. Ça permet quand même de gagner un peu de marge. Et si ça casse dans le mauvais sens, ça permet de sortir en se faisant moins mal, tout simplement. Mais là, le VET, là c'est typiquement la phase où c'est cool, quoi. C'est-à-dire que je suis là, je suis posé, je regarde ce qui se passe. Et voilà, où sont les objectifs? Où sont les objectifs? C'est une bonne question, hein. Là, je ne vais même pas te dessiner des targets d'extension, etc. Là, on est en découverte de prix, on est vertical. Qui sait où sont les objectifs? Pour les gens qui aiment bien comparer les choses entre elles et regarder le market cap, allons-y. Il est où, VET? Il est là, 11 milliards. XRP, 74 milliards, tu vois. On est loin de l'ATH. L'ATH est à x2 de ça, à peu près 150 milliards. 11 milliards. Est-ce que ça serait déconnant de dire que le VET est capable de monter à l'ATH historique de XRP pour les fans du market cap? Moi, je pense pas du tout. Je pense que ça serait pas du tout déconnant. Donc un x10 n'est pas du tout fermé. Et un VET à 1 dollar ne l'est pas. Après, bien sûr, c'est complètement corrélé à l'avancement global du bull run. J'ai pas encore pris de profit sur VET.
Je commence vraiment à y penser fort. Après, l'avantage, c'est que j'ai quand même une ligne significative que j'ai pu acheter pas cher. Donc forcément, quand tu achètes pas cher, tu as beaucoup plus d'unités que si tu achetais maintenant. Et donc de tenir ce genre de trade à partir du moment où le portefeuille est dans le vert, sécurisé, des profits sont pris ou réalloués, etc. Et voilà, c'est aussi dans le holding de ce genre de trade, c'est d'avoir un peu de coronesse, de tenir ces trades-là, qu'on fait aussi beaucoup d'argent, quoi. C'est-à-dire que vendre maintenant, moi là je fais quoi? Je fais un x10 dessus, un délire comme ça. Ouais, je dois faire. Ouais, c'est ça. Je fais un peu plus, plutôt un x15 même. Donc c'est bien. Après, le tenir, c'est bien aussi. Et c'est aussi là que si le truc fait encore x2, x3, étant donné que ce bull market est débile, c'est aussi là qu'on fait des gros montants. Donc je pense que semaine prochaine, sur les prises de profit que j'ai prévu de faire, suivant mon analyse que je vais faire à froid, je vais prendre des profits aussi sur VET, mais je pense que je vais couper un peu de toutes mes lignes en fait, et prendre un pourcentage de profit que je n'ai pas encore déterminé, mais qui va, quoi qu'il en soit, sortir mes investissements de départ. C'est ce que je te conseille de faire, très clairement. Prise de profit, si tu as de la chance d'être là sur le marché crypto, d'avoir fait des belles culbutes, au moins sortir ton investissement de départ, voire même un peu plus de gras. Je n'ai pas encore déterminé, encore une fois, ce que j'allais faire. Investissement de départ plus un peu plus de gras, etc. Et puis laisser courir le reste, ça c'est très bien, parce que tu as déjà fait de l'argent, tu as déjà fait mieux que quasiment toutes les Tata Jacqueline du monde. Tu as un investissement gratuit qui est en train de courir, tu vas chercher les gros multiples en le tenant, et puis tu attends de voir ce qui se passe, ça peut être une très bonne stratégie. Donc je pense que c'est ce que je vais faire sur le VET aussi, m'alléger un petit peu et voir, mais je te tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a encore du potentiel. Salut Yann, puis-je investir via ma société dans l'immobilier ou en bourse? Alexandre. Alors Alexandre, ta question m'étonne parce que pour te voir quand même depuis relativement longtemps dans la communauté et traîner un petit peu partout, j'ai envie de te dire, tu es impardonnable de me demander ça. Bien sûr que tu peux le faire. Enfin, on en parle tout le temps. C'est-à-dire que oui, investir avec une société, c'est tout à fait possible. En bourse, en trading, même sur les cryptos. Je veux dire, une société peut investir sa trésorerie où elle veut, dans l'immobilier, à partir du moment où c'est inscrit dans les statuts, que les décisionnaires sont d'accord, que tout est bien sûr carré au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Il y a entreprise à entreprise, plus grande, plus petite, etc. Mais je veux dire, une entreprise dispose de sa trésorerie comme elle a envie, à partir du moment où ça fonctionne avec la gouvernance, ça fonctionne avec les statuts, ça fonctionne avec les décisionnaires. Tu fais ce que tu investis où tu veux avec ton entreprise. Si tu as envie d'investir sur le projet Pangea, sur les cryptos et dans l'immobilier, si tu as envie de... Oui, tu peux faire ce que tu veux. On investit avec une boule, la trésorerie de l'entreprise. Bien sûr, on ne fait pas du livret A. Ça serait quand même paradoxal d'être investisseur nous-mêmes, de prôner toujours l'investissement et de ne pas investir. Ça serait quand même bizarre. Yann, est-ce que tu penses que la tokenisation de l'immobilier est probable et pour bientôt, nous demande Wertani. Alors je pense qu'elle est plus que probable et pour bientôt parce que ça fait plus d'un an, un an et demi aujourd'hui que le premier bien IMO a été tokenisé en Europe. Dans le monde, je ne sais pas si c'était un peu avant ou un peu après, mais toujours est-il que moi je connais, pour avoir passé un peu de temps avec lui la semaine dernière, le CEO de la boîte qui l'a fait, tout simplement. Donc oui, c'est déjà fait, oui, ça existe. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ça balbutie, c'est pas encore mainstream. On a aussi en France un monopole des notaires qui est réel, qui est légal et qui est en plus appuyé par l'État. Donc la tokenisation de biens immobiliers, c'est bien joli, mais ça ne fonctionne pas avec le notariat. Donc il faut quand même un peu tricher. Mais oui, ça existe déjà. C'est tout simplement de la titrisation. On a tout titrisé depuis des dizaines d'années et c'est juste une forme de titrisation. Donc ça existe, mais c'est pas du tout mainstream, c'est pas du tout développé. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, c'est compliqué. Et va l'expliquer au notaire, va l'expliquer à la banque, va l'expliquer aux intermédiaires. Ça reste anecdotique aujourd'hui. Le marché crypto, il est encore très jeune. Raphaël, je t'aime, il me dit. Bah merci Raphaël. Moi aussi je m'aime. Des nouvelles du portefeuille mal aimé, Hugo? Bah oui, il y en a eu sur la chaîne YouTube, tu peux aller jeter un œil. Je ne vais pas faire des updates tous les 3 jours. Je veux dire, le truc est à plus de 300%. Tu as les updates de la dernière fois, tu as la vidéo. Il suffit d'aller voir sur TradingView.
le portefeuille mal aimé, il se porte bien comme la plupart des cryptos. Hein. Qu'est-ce que tu penses du projet Holochain en termes techniques? J'en ai aucune idée. En termes de timing, en ce moment, est-ce le moment d'investir en bourse? 10 000 euros de côté. C'est toujours le moment d'investir en bourse. C'est toujours le moment d'investir tout court. La question, c'est sur quoi, comment, pourquoi, quel niveau de liquidité, etc. Mais c'est toujours le moment d'investir. Le meilleur moment, c'était hier, le deuxième, c'est aujourd'hui. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Après, peut-être que Adrien, j'imagine, ADR, si tu es débutant et que tu te poses des questions sur la bourse, je commencerai par des stratégies d'investissement long terme, des stratégies d'investissement bon père de famille, des stratégies d'investissement avec une entrée en DCA, avec un lissage de tes performances. Et j'irai pas sur des trucs super astrophysiques, super day trading, argent rapide, mais plutôt sur je place ma trésorerie en bourse proprement. Comme on le voit, je te mets ici le lien, petit instant pub, dans la formation RLT qui est financée par notre partenaire. Si ça peut t'intéresser, c'est toujours ça de prix. Romain nous dit, est-ce que tu as une routine matinale? Alors, j'en ai eu. À une époque, j'en ai parlé d'ailleurs, je crois, sur un business en bagnole, j'avais des routines matinales, tantôt de la méditation, tantôt le Miracle Morning, l'écriture, etc., etc. Et ça, c'est intéressant, cette question. Et je me forçais. En fait, c'était pas moi. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps à comprendre que ces trucs de checklist, de routine, de chemin magique du succès, de fais ça et tu verras, ça ira beaucoup mieux, tous les plus grands font ça, c'était un putain de gros bullshit en fait. C'est-à-dire que la bonne routine est la routine que tu crées toi, avec laquelle tu es à l'aise et celle qui fonctionne pour toi. Et de dire, comme le Miracle Morning, il faut se lever à 4 heures du mat', écrire 15 minutes, méditer, se répéter des affirmations à la con devant le miroir, etc., etc., je pense que c'est un putain de gros bullshit. Je dis pas que l'écriture c'est pas bien. Je dis pas que la méditation c'est pas bien. Je dis pas que se lever à 4 heures du matin c'est pas bien. Je dis pas que répéter des affirmations devant un miroir c'est pas bien. Ce que je dis c'est que ça fonctionne pas pour tout le monde et c'est pas one size fits all, c'est pas du prêt-à-porter ou tiens fais ça et tu vas être magique, tu vas être millionnaire, tu vas être le meilleur chef d'entreprise. Moi, me regarder dans un miroir et me dire putain Yann t'es le meilleur, putain tu vas tout déchirer, putain mec, tu vas changer le monde. Moi j'ai pas besoin de ça. Pour moi, Yann, ça, c'est de la merde. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de me rassurer, je connais ma valeur, je sais que je vais tout niquer et j'ai pas besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça, et c'est très bien pour eux, ça fonctionne pour eux. Moi, Yann, me lever à 4 heures du matin, ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que mon chronotype, c'est Wolf, c'est le loup. Hein, tu verras, tu tapes sur Internet, les chronotypes, etc. Donc moi, mon cerveau, mon corps, il fonctionne le soir. Il fonctionne la nuit. Moi, je mets très longtemps à me réveiller, je mets très longtemps à être opérationnel, je mets très longtemps à être créatif. Le matin, je ne suis pas créatif. Le matin, mon cerveau il est embrumé. Que je me lève à 4 heures, à 8 heures, à midi, à 14 heures. Si à 14 heures c'est mon matin, à 14 heures j'ai toujours la tête dans le cul. Le matin, je ne suis pas aimable. Le matin, j'ai pas envie. Par contre, l'après-midi, je suis créatif. L'après-midi, je suis rapide. L'après-midi, je suis smart. Le soir, j'accélère. La nuit, je suis là, je suis en place. Tu vois, souvent, les recherches pour les vidéos que je fais, les divers tableaux Excel, etc., je les fais début, milieu d'après-midi, fin d'après-midi parfois, et parfois je continue la nuit. Pourquoi? Parce que c'est là que mon cerveau il est là, je suis une machine. Le matin, je suis une merde carrément, je sers à rien. Donc, de vouloir aller contre ça, et je l'ai fait un moment, de dire je me lève tôt, etc., je m'auto-crois que... Non, c'est de la merde. Trouve tes routines à toi, trouve ce qui marche pour toi, apprends à te connaître. Il y a des gens qui disent faire du sport à telle heure c'est bien, et d'autres faire du sport à telle heure c'est mieux. Marcher, etc., ce que tu veux. Donc moi, j'ai des routines, j'ai des choses que je fais, mais que j'ai trouvées et qui me correspondent. C'est tout simple. C'est-à-dire que je fais en sorte de lire tous les jours, plutôt le soir. Je fais en sorte de manger un livre par semaine. Je fais en sorte de marcher tous les jours, au moins 10 000 pas. J'ai compris que le matin, j'étais meilleur pour telle et telle et telle tâche. L'après-midi, j'étais meilleur pour telle et telle et telle tâche. J'ai compris que ça servait à rien de forcer ça ou ça. J'ai compris que les affirmations à la con, ça marchait pas sur moi. J'ai compris que l'écriture, ouais, ça marchait plutôt bien, etc., etc.
Mais il y a des gens qui vont te dire, faut faire un journal intime, faut écrire tous les jours, enfin, ou une checklist de ce que tu as fait. Il y a des gens qui vont te dire, faut s'auto-envoyer des emails tous les mois, etc. Arrêtons de nous forcer. Comprenons-nous. Nous. Et c'est pas parce que ton mentor, ton modèle, il fait ça que ça va marcher pour toi. C'est pas parce que Bill Gates, il fait ça que ça va marcher. Par contre, c'est intéressant de s'y intéresser, de regarder ce qu'il fait lui, de tester plein de choses. Mais de croire que ça, c'est le truc magique, ça, c'est du bullshit. C'est comme de croire que en faisant ça, ça et ça, tu vas être millionnaire. Monter une entreprise, c'est ça, ça et ça. Avoir une chaîne YouTube à succès, c'est ça, ça et ça. Être un entrepreneur, c'est ça, ça et ça. Avoir du succès en crypto, c'est ça, ça et ça. Il n'y a pas de checklist dans la vie. Voilà. Donc, j'ai pas de routine. J'ai des trucs qui marchent pour moi. Et le matin, il n'y a pas grand-chose qui marche pour moi. À part pas trop me parler, me laisser boire du café, me laisser checker, réveiller mon cerveau en fait avec des tâches débiles. Tu vois, genre checker mes mails, répondre, aller au sport, etc. qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Ce qui me permet de... Je suis un diesel, moi. De démarrer la machine, tu vois. Là, ok. Et puis après, je suis en pleine possession de mes moyens. Donc le matin, je fais plutôt des trucs un peu débiles. Voilà. Qui ne demandent pas un processing power important, tu vois. Placer ses bénéfices crypto en ETF, en bourse, en actions et à dividendes, bonne idée. Ben oui, Robin, c'est une très bonne idée. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pareil. Faire tourner son capital, faire rouler son capital, réinvestir et créer des investissements qui créent du cash flow ou éventuellement soit du cash flow bien sûr positif, soit une augmentation de la valeur, okay, donc de la richesse, et prendre ces investissements-là et les réinvestir dans un autre investissement et dans un autre investissement, etc., etc. Et jouer aussi sur les durées, on en parle souvent, court terme, il y a une vidéo qui sort là-dessus bientôt, moyen terme, long terme, hop, faire des réinvestissements là-dessus. Aussi, sortir une partie fun, parfois 20% fun, 80% réinvestissement, etc., etc. Tout ça, c'est une très bonne idée. Après, il n'y a pas de règle de dire je prends la crypto, je le mets là, je prends ça, je le mets ici, je prends ça, je le mets là. Chacun ses propres règles. Moi, j'ai une règle, par exemple, sur mon trading, donc sur mon court terme. Trading, court terme. Pouf. Sur 100% de gains, 80% sont réinvestis quelque part. 20% sont utilisés en fun / niveau de vie. Et sur mon réinvestissement 80%, ça dépend des conditions de marché. Le plus souvent, ça va être long terme, RLT, bon père de famille. C'est-à-dire que mon court terme, mon trading, me paye des actions gratuites que je laisse dans mon portefeuille très long terme et voilà. Et là, richesse gratuite. Tu vois? Mais ça pourrait être aussi les cryptos. Tiens, regarde. Moi, mon bac crypto, là, quand demain, je vais sortir, puisque je te rappelle que je fais de l'intracycle pour la plupart des cryptos, mais encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Il y a différentes façons de le voir. Je sais déjà dans les grandes lignes quelle va être mon allocation. Sur la partie long terme / RLT, sur de la partie moyen terme / position trading, sur du court terme trading, etc., etc. Ça peut être de l'apport IMO si tu as besoin d'apport, ça peut être tout ce que tu as envie. Et là, je sais déjà dans les grandes lignes les pourcentages. Même si à 5-10% près, ça peut bouger, et puis aussi ça peut s'adapter aux conditions de marché à l'instant T. Et ça, c'est toujours bien d'avoir un temps d'avance. De se dire, ok, cette poche d'investissement-là, oui, elle est diversifiée, elle est tout ce que tu veux, etc. Et à l'intérieur, mes différentes poches d'investissement, sur quoi elles sont, etc., quelle est leur stratégie propre, mais aussi sur quoi elles débouchent. Typiquement, le RLT long terme, il ne débouche pas sur grand-chose, bien souvent. Il débouche sur lui-même, parce que je réinvestis. Mais il y en a d'autres qui débouchent sur quelque chose. Mon position trading, je fais quoi? Je le réinvestis, je le mets ailleurs. Mon court terme, je fais quoi? Je le réinvestis, j'en garde une partie pour moi, etc., etc. Donc c'est une très bonne idée. Et ça rattrape la question aussi où on parlait de fiscalité, de se commencer à se poser la question de quels sont les flux au sein de ma trésor. Et notamment quels sont mes flux sur les 3 unités de temps, long terme, moyen terme, court terme. Pourquoi? Parce que le long terme n'est pas liquide. Oui, il l'est de fait, je peux vendre, je peux récupérer mon argent, mais ça n'est pas le but parce que c'est un investissement long terme. La philosophie d'un investissement long terme, c'est d'être long terme. Donc si j'ai besoin d'argent
et que je vends mon long terme, il y a de grandes chances que je le vende au mauvais moment, puisque c'est de l'argent dont j'ai besoin. L'argent dont j'ai besoin, je vais plutôt taper dans le court terme, qui est ma poche liquide. Mon court terme, je suis là, je trade, j'investis court terme, mais si demain j'ai besoin d'argent, c'est là-dedans que je tape. Et puis ensuite là-dedans, et puis en dernier recours là-dedans. Donc tu vois, de se poser et la question des sous-jacents dans quoi j'investis, et la question du marché dans lequel j'investis, et la question de l'horizon de temps dans chacun de ces marchés, est très intéressante. Et encore une fois, il y a une vidéo qui sort sur les horizons de temps, je pense demain. Donc ce sera le moment d'aller plus loin sur ces points-là. Allez, question No Longer Slave. Un point sur l'ICO de Merchant Token. Oui, j'ai pas de gros points à faire. Je te remets le lien là pour tous les gens qui veulent voir ce qu'est Merchant Token, lien vers le site et l'ICO qui est en cours. Le point que je peux donner, c'est que, donc c'est le ticker, c'est MTO. Ça c'est pareil, tu vois, ça c'est un projet nouveau. Hein, tu vois, il rentre dans les. Elle est où ma catégorie là? Ah putain, il est beau, hein, c'est un projet qui est là, visionnaire, ok. Donc voilà, sur lequel j'ai parié. Il y en a, hein. C'est beau hein, ce qu'on fait ensemble. Hein. Donc le MTO, tu veux qu'on aille sur le site? Tiens, on va aller sur le site. Merchant Token. Là, on est phase 58. Le principe de cette ICO qui est intéressante pour... enfin, la raison pour laquelle elle est intéressante, une des raisons pour laquelle elle est intéressante, c'est que bon, le projet est cool, tu iras voir, etc. J'en ai déjà un petit peu parlé, je ne vais pas refaire le truc. De toute façon, tu fais tes recherches, tu as le white paper, tu as les documentations, tu as le site qui est plutôt bien fait. Moi, ce que j'ai aimé sur cette ICO, c'est le côté un petit peu malin d'avoir des phases, c'est-à-dire qu'il y a 100 phases. On a commencé à, je ne sais plus combien, je crois, 0,20 $ par MTO. À la phase 1, arrivé à la phase 100, oui, c'est ça, on sera à 1,20. En fait, on prend 1 centime par phase. Et les phases augmentent avec le temps. C'est-à-dire que, bon, je vais te dire des conneries, tu verras sur le site, parce que je le fais de tête, mais en gros, de la phase 1 à la 50, je crois, non, à la 20, les phases valaient 100 000 $, c'est-à-dire qu'il levait 100 000 $ et puis il passait à la phase suivante. De la 20 à la 50 de mémoire, c'était 250 000. Donc il levait 250 000, il passait à la suivante. Là, on est à la 57, entre la 50 et la 97 de mémoire, on lève 500 000 par phase. Et de la 97 à la 100, les 3 dernières, on lève 1 million. Ça permet quoi? Ça permet plusieurs choses. Déjà, à l'entreprise, ça lui permet de lever de l'argent. Bon, ça, c'est le but de l'ICO. Mais pour les investisseurs, ça permet quoi? On dit qu'il y a des gens qui ont acheté à 0,20, il y a des gens qui ont acheté à 1,20. De mettre plus de volume sur les derniers, ça permet, de récompenser les gens qui ont parié dès le début, ou qui parient en tout cas, plus tu paries tôt sur le truc, et plus tu es remercié parce que le prix augmente. Et deux, ça permet qu'il n'y ait pas un gros dump dès que le truc est listé sur le marché classique à la fin de l'ICO. Parce que si demain, je te dis tout le monde a acheté à tous les prix avec le même volume et on arrive sur le marché, forcément ceux qui ont acheté à 1,20, c'est listé ceux qui ont acheté à 0,20, c'est listé à 1,20, ils ont déjà fait 1 x 6, ils vont tous vendre, et puis il y en a ceux qui ont fait 1 x 2, x 3, x 4 qui vont aussi vendre, et donc le truc se pète la gueule. De mettre beaucoup de volume ici d'achat, et donc de transactions, et donc de gens qui ont acheté plus cher, permet de limiter très fortement, voire même d'annuler, on ne sait pas, je ne suis pas Madame Irma, cette période de dump quand il arrive sur le marché. Voilà, tout simplement. Donc là, on est phase 57, et tu vois, on est à 500 000 par phase sur ce projet-là. Voilà ce que j'ai à en dire. Pour l'instant, je trouve que la levée de fonds se passe bien, elle va vite, les gens en parlent beaucoup, le marketing est très malin, très smart, la boîte derrière est solide. Voilà, je ne suis pas Madame Irma, j'ai aucune idée de où ça va aller. Moi, j'ai mis une petite ligne, très spéculative. Et c'est ce que je disais l'autre fois dans la vidéo, je ne te recommande pas de mettre lourd là-dessus. C'est spéculatif. Mais voilà, c'est malin, c'est de la DeFi, c'est dans l'air du temps. Il y a un vrai besoin sur le produit. Nous verrons. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Défi, Cyril, défi boire ton café avant qu'il refroidisse. Eh bien, cette fois-ci, j'ai réussi. Hé, t'as vu, j'ai même changé d'endroit. J'ai réussi. Voilà. Mais bon, j'ai triché un peu. Et je l'ai bu en entier en plus. Bonjour Yann, si Omi fait x10 court terme, vendras-tu pour racheter lors du bear market pour du long terme? Alors Kevin, si Omi fait x10 court terme, alors il est évident que je vais prendre des profits. Est-ce que je vais vendre la totalité? Non.
Après, ça dépend de la vitesse du x10, c'est toujours pareil. Mais est-ce que si je crois au projet à ce moment-là, et compte sur moi pour faire les updates, je crois toujours au projet, rien n'a changé. Je ne vais pas vendre la totalité, je vais prendre des profits bien sûr, parce que quand tu fais un x10, tu ne prends pas des profits, tu as un sombre idiot. Après, combien de profits? Je ne sais pas, ça va dépendre des conditions de marché. Vendre tout? Non. Ensuite, admettons le bear market arrive. C'est toujours pareil en fait. Je ne suis pas capable de te dire maintenant. J'ai un plan général. Si le bear market il arrive, tout se pète la gueule, je crois toujours au projet, non, je ne pense pas que je vais vendre la totalité pour racheter plus bas. Parce que ça, c'est un jeu dangereux. Combien de fois des gens ont essayé de le faire, et moi le premier, notamment sur XRP, je me suis fait mal en essayant de faire ça, de vendre plus bas, machin, de racheter, parce que là c'est pareil, tu pars sur des portes de scène, parce qu'après, après le problème c'est que c'est facile hein, sur le papier, hein, très facile, hein, de dire ah bah oui, attends, le marché il fait ça, il fait ça. Donc bah oui, hein, là tu prends des profits, et puis là tu vends, et puis tu rachètes là. Ça c'est super simple à dire. Sauf qu'en vrai, là, il s'est passé un an. Et que toi, quand tu es un investisseur et que tu as mis un peu d'argent, et puis en plus que tu as fait des x10, etc., le truc fait ça. Bon, tu prends des profits, t'es pas trop con. Après, ça part à la baisse. Mais ça part pas d'un seul coup. Il y a des vieux dead cat. Tu as l'impression que ça va remonter. Hop, des fois ça repète. Ça se tient là 6 mois. Ça repart à la baisse, etc. Ça se fait pas, tu vois. La baisse sur un bear market, c'est pas plou. Non, non. Il se passe un an et demi avant que ça aille chercher le bottom. Donc toi, à essayer de timer bêtement, de dire ok, bah c'est facile, je vends là, je rachète là, mais le truc part dans l'autre sens. Tu fais ah merde, j'ai acheté au bon moment, j'ai vendu. Tu sors, tu rentres, tu prends des portes dans les deux sens. Et en fait, c'est très compliqué de faire ça. Très très compliqué. Donc, de se décharger un peu dans le temps en faisant du DCA out et de se recharger un peu dans le temps en faisant du DCA in, pourquoi pas? Mais faire du all-in out, all-in, etc., c'est super compliqué. Donc, pour toutes ces raisons, si je crois toujours au projet, je ne vendrai pas la totalité de ma ligne. Et en effet, par contre, j'en profiterai pour me recharger avec le temps, puisque moi, ce que je fais, tu l'as compris, j'ai du capital qui rentre comme tout le monde, hein, salaire, machin, etc. Tous les mois, j'investis, peut-être des parts plus importantes que certaines personnes, mais c'est tout le mal que je te souhaite, c'est d'avoir de plus en plus de capital à investir tout le temps, parce que c'est ça qui fait grossir ta boule de neige. Donc, j'ai des montants à investir qui sont ce qu'ils sont, et oui, je vais réinvestir tous les mois, quoi. C'est-à-dire que tant que je crois au projet, si en effet on est en bear market, que les prix sont intéressants, oui, je vais poser tous les mois, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et comme je fais encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas encore pété, et que là, je trouve que graphiquement, ça, on parle tout le temps beaucoup du Omi, hein, c'est un truc qui vous passionne, hein, il y aura une vidéo. Hein. Parce que là, je trouve que graphiquement, on a quelque chose qui est propre, où le truc, en gros, il a fait ça, là, on est là, et là, on a un support qui est très solide. Je crois qu'on vient le retester, on le tient, il y a des volumes, etc. Et je pense que là, on est typiquement sur une figure d'accumulation sur cet asset. Je veux dire, il y a des investisseurs, des grosses mains qui ne le laissent pas descendre et qui ne le laisseront pas descendre, à mon avis, là, dans les configurations actuelles de marché, sur le fameux niveau, la solide, qui est de mémoire en euros aux alentours de 0,07. 0,07 ou 0,06, je ne sais plus. Un coup, je regarde en euros, un coup, je regarde en dollars. 0,06 en euros, je crois. Donc là, il tient très bien. Donc moi, je recharge autant que je peux, là. J'accumule, tout simplement. Hein. Rappelez-vous, hein, on accumule dans un marché horizontal et on prend des profits dans un marché vertical, ou en tout cas, on ne fait rien. On n'accumule pas dans un marché vertical. Je sais que tous les crypto fanboys Jean-Kévin, ils veulent acheter là, parce que ça les rassure, mais c'est là qu'on achète. Donc moi, là, je suis bête et méchant, j'achète. Demain, il pète, je fais plus rien. Éventuellement, s'il consolide, à voir si je renforce ou pas, mais théoriquement, je fais rien parce que je commence à être bien loadé. Et après, il pète. Ça, c'est la stratégie rêvée. Enfin, c'est le scénario rêvé. Si ce scénario se passe là, je prends des profits. Ensuite, on passe en bear. Là, qu'est-ce que je fais? Soit du DCA out, mais franchement, c'est compliqué. Soit je suis content avec les profits que j'ai pris, ou j'en prends peut-être un petit peu plus. Puis au bout d'un moment, j'arrête. Je reste avec mon bag. J'attends le temps qu'il faut. Et puis, ça va faire des trucs comme ça. Hein. Et puis, quand on est bien en bas et que plus personne n'y croit, et qu'on est stabilisé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, là, et qu'il ne se passe plus rien, exactement comme il se passe en même temps, c'est là que c'est le moment de racheter. Mais ce n'est pas le moment de racheter dans les montagnes russes, etc., etc. Ça, c'est facile à dire sur le papier, c'est dur à faire. Et puis après, il peut se passer plusieurs mois. Et après, on ne sait pas. Est-ce qu'il va surperformer un petit peu le bull, le bear? Est-ce qu'il va sous-performer? On n'en sait rien. Donc je cherche juste à me mettre dans des bons setups. Tout ce que je sais, c'est que là, le setup que j'ai, il me convient. Pourquoi il me convient? Parce que j'accumule dans de l'horizontal, sur des niveaux de prix qui sont intéressants.
J'accumule un bag qui me rend content si jamais ça explose. Et j'accumule aussi un niveau d'investissement qui ne me mettra pas dans la galère si jamais ça part en bear et que ça n'a pas eu le temps d'exploser. Et là, si demain ça part en bear, je ne vais pas panic sell. Je vais juste rien faire. Je pense même pas que je vais descendre à out. Je vais juste rien faire. Parce que le niveau d'investissement que j'ai là-dedans, c'est pas de l'argent que je suis prêt à perdre, mais c'est de l'argent que je suis prêt à mettre entre parenthèses 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il faut. Parce que j'ai fait les choses pas trop bêtement et que voilà, c'est OK. Donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et là, en tout cas, ce que je ne sais pas où il va aller, mais ce que je sais, c'est que le setup d'entrée, là, il est bon. Et qu'il parte par là ou qu'il parte par là, il est bon. Et s'il part par là, je ne vois pas quel bottom il va aller chercher, étant donné qu'on est déjà très bas, qu'on a une zone qui est très forte. Alors, il peut aller rechercher une autre zone historique qui est un peu plus bas, mais bon, pas beaucoup plus violent, quoi. On en reparlera plus en détail dans la vidéo OMI. Mais encore une fois, je suis à l'aise avec mon investissement. C'est ça qui est important, en fait, tout simplement. Allez, tiens, je réponds encore à 2-3 questions, parce que ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai encore un humoriste, M. Bruna, 63, quel est ton coiffeur, qui voilà. T'as vu, on se marre, hein. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. Vous êtes vraiment des boulets, les gars. Sur quoi se positionner aujourd'hui pour quelqu'un qui vient d'investir en crypto? Elle m'a saoulé, celle-là. Salut Yann, que penses-tu des Mintos? J'en pense rien. Selon toi, quel est le Bitcoin pourrait atteindre à la fin du bull run? J'en sais rien. J'en ai déjà parlé en plus en vidéo, Dylan. Voilà. Ton avis, analyse sur les foncières cotées actuellement? Arnaud. Les foncières cotées, je pense qu'elles sont sous-évaluées. Très clairement, je pense que c'est des valeurs value à accumuler sur des portefeuilles long terme. Pourquoi sur des portefeuilles long terme et pas moyen terme ou court terme? Parce que bien qu'elles soient sous-évaluées, le marché de façon globale est haut. Le marché de façon globale est au plus haut historique pour beaucoup de choses. Et donc, il est possible qu'on voit des pullbacks. Donc, encore une fois, me charger fort. Ben encore une fois, les unités de temps. Regardez la vidéo de demain. Court terme, moyen terme, long terme. Me charger fort sur du court terme alors que le marché est très haut. C'est une stratégie. Si je prends un stop dans la gueule, j'aurais perdu une valeur max et je ne me mangerai pas la baisse. Première stratégie. Bon, le moyen terme, on ne va pas en parler parce que c'est un peu entre les deux. On va prendre les deux extrêmes. Et le long terme. Le long terme, c'est la même idée. Me charger alors que le marché est haut, manger un drawdown éventuel si jamais le marché part en bear ou fait une grosse correction pour repartir plus tard. C'est aussi possible. Mais la question, c'est est-ce que je suis capable d'absorber ça? Et est-ce que je suis sur un investissement où je suis OK d'investir à long terme? Donc la question, c'est dans quel portefeuille je mets cet investissement? Foncière cotée. Est-ce que je fais plutôt du court terme, moyen terme, position trading, ou est-ce que je fais du long terme? Moi, ce que je pense là maintenant, comment est set up le marché tout de suite maintenant la photo, c'est que pour moi, les foncières cotées sont là en termes de value intéressante, c'est-à-dire sous-évaluées. Donc les acheter, oui. Les acheter dans quelle configuration? C'est pas trop des valeurs qui se traitent bien. Du position trading, pourquoi pas, mais moi je les achèterais plutôt en long terme parce qu'elles sont vraiment bien sous-évaluées pour la plupart. Après c'est pareil, il faut faire la due deal sur chaque valeur et regarder laquelle est plus intéressante, pourquoi, comment et lesquelles sont solides et faire attention quand même au risque global sur ces boîtes-là. Mais là, d'acheter et partir sur du portefeuille long terme, RLT, machin, des foncières, oui. Moi, j'en achète, j'en renforce d'ailleurs. Et je pense que c'est une classe d'actifs qui est intéressante actuellement. Allez, encore une ou deux questions. Hello, serait-il possible de parler fiscalité? Faut-il déclarer les dividendes réinvestis, etc. Bah oui, il faut déclarer tout ce qui est plus-value réalisée. Donc des dividendes sont une plus-value réalisée, même s'ils sont réinvestis, ils sont réalisés. Le seul cas où les dividendes ne sont pas fiscalisés, c'est quand ils sont par exemple réinvestis directement par le véhicule sur lequel tu investis. Typiquement un ETF capitalisant ne distribue pas les dividendes, il les capitalise et il les réinvestit lui-même. C'est pas toi qui le fais, donc tu ne réalises pas de plus-value, donc tu n'es pas imposé. Par contre, un dividende qui est payé, c'est une plus-value réalisée. Tu as la vidéo sur les dividendes, là ou en dessous, où on explique ça justement. Que le dividende est une sorte de plus-value forcée.
Prise de plus-value forcée. Valentin nous dit, est-ce que la valorisation du CAC et des marchés n'est pas exagérée actuellement? Bulle, point d'interrogation. Alors, ça dépend des indicateurs qu'on regarde. Clairement, le marché de façon générale, actions, marché financier de façon générale, et même crypto, sont très fortement évalués en ce moment. Sont chers, sont hauts. Quand on regarde l'historique, plus haut historique, etc. Maintenant, est-ce qu'ils sont surévalués? Et faisons une parenthèse plutôt marché financier. Ça dépend des indicateurs qu'on regarde. Il y a des indicateurs qui crient à la bulle. Il y a d'autres indicateurs qui montrent que oui, on est haut, mais c'est pas non plus déconnant. Quand on fait rentrer des calculs un petit peu plus différentiels, qu'on prend en compte l'inflation, qu'on prend en compte toutes ces choses-là, on se rend compte que oui, c'est cher, oui, c'est haut. Est-ce que c'est surévalué? Certainement, mais est-ce qu'on est en situation de bulle prête à péter? Personne ne le sait. J'ai pas l'impression qu'il y ait une surchauffe complètement dingue, ou en tout cas, ce que je pense, quoi qu'il arrive, c'est que tant qu'on est en période un peu corona, avec l'incertitude, là pour l'instant les marchés montent parce qu'ils font de l'anticipation. On l'a vu, les marchés anticipent toujours. C'est toujours, tu sais, buy the rumors, sell the news. Les marchés anticipent. Donc eux, ils montent parce qu'ils anticipent que plus tard, on va sortir de cette corona de merde là. Et donc ça va se rouvrir, l'économie va se rouvrir, l'épargne placée partout, débile, Tata Rachel, livret A, va affluer dans l'économie, etc. Donc les boîtes vont faire mieux. Et d'ailleurs, on voit là qu'on a des bons résultats de boîtes en ce moment, et donc que l'économie va progresser. Donc les gens achètent, anticipent, notamment les instituts. Donc ça fait monter le marché forcément, et donc le marché monte, et donc le marché anticipe. La question c'est que quand on va enfin sortir de ce corona, qu'est-ce qui va se passer? Et moi je t'avoue que je vois bien un petit sell de news là, un petit bear market, soit vraie correction, soit incertitude là qui va se passer. Mais au moment où en fait tout ira bien et les médias diront ça y est enfin la vie normale est revenue, c'est génial, tout le monde est dans les bars, on trinque, on rigole. Parce que les marchés sont là pour anticiper, ils auront peut-être trop pricé, trop anticipé et donc il faudra une correction salvatrice à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on est dans une situation comme les spécialistes de la catastrophe t'expliquent tout le temps, et notamment sur les chaînes Big Up, les amis, qui depuis 10 ans, tous les mois te disent que ça va exploser et que c'est une bulle et que les marchés financiers vont se péter la gueule, etc. etc. Oui les gars, vous finirez par avoir raison, hein, de le dire tous les mois pendant 10 ans, vous finirez par avoir raison. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une situation extrêmement alarmiste. Rien ne montre que l'inflation est plus que prévu. Rien ne montre qu'on arrive dans une crainte, enfin il y a des craintes d'hyperinflation, mais rien ne montre sur le terrain là que l'hyperinflation se met en place. Le monde est encore confiné, le monde est encore compliqué. Je ne vois pas une explosion demain. Ce que je vois par contre en effet, c'est une possibilité de news, hein, pas de news mais d'événements en fait, où quand finalement tout va mieux, les marchés à ce moment-là vont corriger. Ça c'est très possible. Et si tu veux, mais je suis en train de penser à une vidéo, bulle ou pas bulle, qui est là dans ma liste de vidéos à faire. Je pense qu'on la fera, cette vidéo bulle ou pas bulle, où on regardera tous ces indicateurs. Et tu verras, il y a plein d'indicateurs, il y a l'indicateur magique de Warren Buffett, il y a le PE du marché, etc. etc. On s'amusera à regarder ces indicateurs-là. Bon, la famille, la team, j'ai envie de te dire, c'est l'heure d'y aller. Petit commentaire de référencement qui fait plaisir, petit follow sur Instagram, un petit follow sur Twitter aussi, petit forçage, parce que je pense que peut-être que le prochain Samedi Coffee, je vais prendre des questions sur Twitter. T'as vu comme je suis un malin de l'algorithme. Allez la team, je te dis à très bientôt. Ciao!